Le Maroc s'étend sur près de 500 000 km², au nord-ouest du continent africain. Ces paysages sont très contrastés. Un littoral au climat tempéré, de hautes montagnes et un des déserts les plus chauds de la planète. Pour embrasser toute cette diversité, il faut entreprendre un voyage de 2000 km qui commence dans une des plus vieilles villes de la côte ouest. Le Maroc est ouvert à la fois sur l'Atlantique et sur la Méditerranée. Cette position stratégique n'a pas manqué d'attirer des conquérants. L'histoire mouvementée du Maroc se lit tout particulièrement dans l'architecture de cette ville, Essaouira. Elle fut tour à tour habitée par les Phéniciens et les Romains. En revanche, ces fortifications, de construction récente, sont l'œuvre d'architectes marocains et européens. La ville actuelle a été bâtie au XVIIIe siècle, sous le règne du roi Mohamed III. Au XIXe siècle, Essaouira est le plus grand port de commerce du Maroc. Les souks sont approvisionnés en marchandises provenant de partout. Sa médina, sa vieille ville, garde de nombreuses traces de la conquête musulmane. L'architecture militaire européenne se mêle au style arabo-musulman. La vieille ville est classée au patrimoine culturel de l'UNESCO depuis 2001. En fin de journée, les habitants d'Essaouira désertent les ruelles pour les toits des maisons. C'est là que se déroulera la vie nocturne. Des amis, des voisins se retrouvent sur les terrasses pour discuter et écouter de la musique. Essaouira est célèbre pour sa musique traditionnelle, le gnawa. Elle est également souvent jouée sur les terrasses des cafés et des restaurants. Le gnawa est originaire d'Afrique subsaharienne, mais les artistes marocains lui ont ajouté des accents arabo-berbères, ce qui lui donne un style unique en son genre. Le gnawa, c'est l'histoire de l'Afrique. Yassine Ben Ali joue le gnawa depuis plus de 30 ans. Pour moi, cette musique a une dimension spirituelle. Le gnawa est souvent joué lors de rituels de guérison. Les lilas. Des chants hypnotiques accompagnent alors des danses qui durent parfois toute la nuit. Le gnawa a inspiré des musiciens mondialement connus comme Jimi Hendrix ou Robert Plant du groupe Led Zeppelin. Certains artistes, très attachés à leur musique sacrée, voient d'un mauvais œil cette récupération commerciale. On peut mêler le gnawa à d'autres genres musicaux. La musique n'a pas de frontières. Mais il faut aussi préserver les répertoires traditionnels pour les transmettre aux générations futures. La musique gnawa attire beaucoup de monde à Essaouira, tout comme ses plages, sa culture et la douceur de son climat. Chaque année, le Maroc accueille 12 millions de touristes. Certains visitent le pays en mode rétro.
L'engouement des touristes pour les vieux modèles de marque européenne est bien connu des chauffeurs de taxi, comme Abdellah Oubihi. Il y a beaucoup de gens qui voudraient m'acheter mon taxi. J'ai toujours refusé. Certaines berlines ont près de 500 000 km au compteur, et leur solidité est devenue légendaire. Elles ont superbement résisté, entre autres, au sable et à l'air salin des Essaouira. C'est sur cette voiture-là que j'ai appris à conduire. Ensuite, j'en ai fait mon taxi. Pour moi, il n'y a pas mieux que la Mercedes. Mais ces jours sont peut-être comptés. Les gaz d'échappement sont en grande partie responsables de la pollution de l'air. Le gouvernement prévoit de remplacer ces voitures diesel par des véhicules plus verts. La mienne est loin d'être bonne pour la casse. Elle roule encore très bien. Et si un jour je suis obligé de passer à une voiture plus moderne, je garderai quand même celle-ci. Qui sait combien de kilomètres ces vénérables automobiles pourront encore parcourir? Quoi qu'il en soit, elles attirent toujours les regards dans les rues d'Essaouira. À 1 kilomètre au large de la baie, se dresse une île austère, presque déserte. L'île de Mogador. Dans le passé, Mogador a été un comptoir commercial phénicien, puis un site d'occupation romaine. Ses côtes sont gardées par de hauts remparts. Au centre, subsistent les vestiges d'une prison à ciel ouvert qui date du XIXe siècle. Il n'y avait qu'un seul accès pour y entrer et en sortir. Au début du XXe siècle, elle fut utilisée comme station de quarantaine obligatoire pour les pèlerins revenant de la Mecque. Les occupants actuels s'y sont en revanche installés de leur plein gré. 30 000 goélands leucophées viennent nidifier sur l'île sans crainte d'être dérangés par les hommes. Les couples, unis pour la vie, se regroupent en immenses colonies pour assurer la sécurité de leurs oisillons. Ces goélands défendent énergiquement leur territoire, mais ils doivent malgré tout le partager quelques mois par an, avec les faucons d'Éléonore. Ils viennent chaque été de Madagascar pour élever leur progéniture. Ces faucons doivent leur nom à Éléonore d'Arborée, qui a gouverné une partie de la Sardaigne au XIVe siècle. Passionnée de fauconnerie, Éléonore avait fait voter une loi interdisant le braconnage de l'espèce, la première du genre. Aujourd'hui, l'île de Mogador est une réserve ornithologique, ce qui assure aux oiseaux de toujours y trouver un endroit sûr où nidifier. En longeant la côte vers le nord, on atteint Casablanca. Il est intéressant de la découvrir depuis le ciel, car son architecture juxtapose des styles très divers.
Lorsque la France fait du Maroc un protectorat en 1912, Casablanca est appelée à devenir la vitrine de la puissance coloniale. Le projet est confié à de grands noms de l'architecture qui conçoivent un plan en damier, sans doute pour introduire une touche européenne en Afrique. En 1956, le Maroc accède à l'indépendance et souhaite faire de Casablanca une capitale économique et commerciale d'ampleur internationale. Mais la ville ne doit pas perdre pour autant son rayonnement spirituel. Cette mosquée qui s'avance dans la mer a été construite sous le règne du roi Hassan II et porte son nom. C'est l'une des plus grandes au monde. L'islam prévaut au Maroc depuis le 8e siècle. Comme son père, l'actuel souverain Mohamed VI se réclame du sang de Mahomet. 99% des Marocains sont musulmans. La salle des prières de la grande mosquée peut accueillir plus de 25 000 fidèles. Les motifs géométriques, caractéristiques de l'art islamique, reflèteraient l'équilibre du cosmos. En les contemplant, le croyant médite sur la vie et l'harmonie de la création. Le minaret de 210 mètres est un des plus hauts au monde. À son sommet, un laser indique jusqu'à 30 km la direction de la Mecque. Cette mosquée est un des hauts lieux du Maghreb et un remarquable point de mire pour les habitants de Casablanca. Le voyage se poursuit, toujours le long du littoral atlantique, jusqu'à la Méditerranée et le point de rencontre entre l'Afrique et l'Europe. Implanté sur le détroit de Gibraltar, Tanger est la porte de l'Afrique. Au début du XXe siècle, on a considéré que, vu son emplacement stratégique, Tanger ne pouvait pas être contrôlée par un seul pays. En 1923, elle est devenue une zone internationale, gouvernée conjointement par 9 pays, et l'est restée jusqu'à l'indépendance du Maroc. Cette ville cosmopolite a attiré nombre de photographes, peintres et musiciens. Parmi ceux qui aimaient son atmosphère bohème, citons Mark Twain, Jack Kerouac et Keith Richards. L'artisanat et le commerce traditionnel demeurent bien vivants ici, depuis des générations. Parallèlement, Tanger se modernise. Son ancien port marchand, devenu port de plaisance, n'accueille plus que des yachts et des voiliers privés. Les cargos, pétroliers et porte-conteneurs doivent désormais accoster dans un nouveau port, à 50 km à l'est de la ville. Ici, un projet titanesque est en cours de réalisation. Le Tanger Med, un complexe portuaire qui comprend aussi une plateforme industrielle et économique de premier plan. Plus d'1 milliard d'euros ont été investis dans le projet. Tanger Med va devenir le plus grand port à conteneurs d'Afrique et, à terme, un complexe industriel et logistique qui abritera 1 millier d'entreprises internationales. Rachid Ouari, le directeur de Tanger Med, travaille ici depuis bientôt 20 ans. Le Maroc devait tirer profit de son emplacement sur le détroit de Gibraltar, à 14 km seulement de l'Europe. Dès 2003, le roi a voulu créer un projet intégré. Ce complexe ultramoderne
mettra le Maroc en relation avec plus de 70 pays. Il deviendra ainsi une plaque tournante essentielle pour les routes commerciales mondiales. Des porte-conteneurs géants reliant l'Asie à l'Amérique feront escale ici. Les plus grands mesurent 400 mètres et ont une capacité d'au moins 20 000 conteneurs. Il leur faut plusieurs centaines d'heures pour débarquer leur cargaison. L'impact pour Tanger est énorme. Les entreprises des zones industrielles et portuaires ont déjà créé 90 000 emplois. Tanger Med ne profite pas seulement au Maroc. Les marchés de toute l'Afrique prospèrent grâce au fret qui transite ici. En 2020, plus de 80 millions de tonnes de marchandises ont été traitées dans ce mégaport, pour un volume d'affaires de 7 milliards d'euros. L'avenir est prometteur, car nous avons les bons partenaires, le soutien de Sa Majesté le Roi ainsi que celui du gouvernement. Et la situation géographique du port est optimale. Le succès de Tanger Med va croissant. Et de fait, son impact environnemental. L'empreinte carbone du Maroc grandit au même rythme que son activité économique. Un projet aussi ambitieux représente une consommation d'énergie faramineuse. Une ressource locale durable pourrait partiellement résoudre le problème. Il y a quelques décennies encore, le Maroc devait importer la quasi-totalité de son énergie. D'ici à 2030, les énergies renouvelables pourraient couvrir plus de la moitié de ses besoins. Sa position géographique au bord de l'Atlantique et de la Méditerranée devrait permettre au Maroc de devenir un important pôle énergétique. 3000 km de côtes balayées par des vents constants. C'est là une ressource inépuisable. Une dizaine de nouveaux parcs éoliens seront créés dans les prochaines années. Au total, l'énergie produite pourrait alimenter en électricité la majorité des foyers marocains. Dès lors, le Maroc serait un des rares pays au monde à atteindre ses objectifs climatiques. Pour l'instant, en tout cas, le vent du changement souffle dans la bonne direction. À 250 km au sud de Tanger, on découvre un tout autre monde. Les montagnes du Moyen Atlas. Cette région jouit d'un climat alpin. Hiver froid, été chaud et pluie abondante. Des conditions plutôt rares au Maghreb. Le parc national d'Ifrane s'étend sur 500 km², partiellement recouvert d'une immense forêt de cèdres. Les cèdres de l'Atlas atteignent 40 mètres de haut et parfois les 100 ans. Ces géants sont le refuge idéal d'une espèce très particulière de primates. Les macaques berbères, les seuls macaques à vivre hors d'Asie. Les macaques berbères sont également présents sur le rocher de Gibraltar et dans quelques régions forestières d'Afrique du Nord.
Dans le parc national d'Ifrane, ils vivent en bande familiale et passent le plus clair de leur temps dans les cèdres. Sous la canopée, à 20 ou 30 mètres du sol, ils sont à l'abri d'éventuels prédateurs et peuvent s'adonner sereinement à l'épouillage. Activité indispensable à la cohésion du groupe. Se toiletter mutuellement pendant des heures ne dispense pas de garder un œil sur les petits qui batifolent dans les branches à des hauteurs vertigineuses. La surveillance des jeunes est assumée aussi bien par les mâles que par les femelles. Enfin, presque. Les macaques berbères mènent ici une vie sereine. Pourtant, leur espèce est aujourd'hui considérée comme menacée à cause de la disparition de leur habitat. Ces 20 dernières années, le Maroc a perdu plus de 5% de ses forêts. C'est très inquiétant pour l'avenir des macaques. Près d'un quart des 10 000 macaques berbères sauvages vivent ici, dans le parc d'Ifrane. Les efforts engagés pour préserver cette espèce et les forêts marocaines porteront-ils leurs fruits? Seul l'avenir le dira. « 400 km plus au sud, le Moyen Atlas rejoint le Haut Atlas, les plus hautes montagnes du Maroc. Ce massif résulte de la collision des continents eurasien et africain il y a plus de 65 millions d'années. La chaîne de l'Atlas s'étire sur près de 1000 km. Avec ses sommets dépassant les 4000 mètres, c'est le massif montagneux le plus élevé d'Afrique du Nord. Ces paysages extrêmes attirent des randonneurs du monde entier. Si on veut échapper aux villes bruyantes et surpeuplées, c'est ici qu'il faut venir. Abraham arpente ces montagnes depuis son plus jeune âge. La majorité des Européens imaginent que le Maroc n'est qu'un désert. Ils ne s'attendent pas à y trouver de hautes montagnes. Les connaisseurs, eux, savent que le Maroc, avec ses chemins de bergers centenaires et ses villages perdus, est un des endroits les plus fantastiques pour randonner. Mais marcher sur ces chemins escarpés peut être dangereux. Il faut bien se préparer. En été, on risque la déshydratation. En hiver, l'hypothermie. Chaque année, 3 ou 4 personnes trouvent la mort ici. Pour randonner sans risque, mieux vaut faire appel à des guides comme Abraham. Il connaît ces montagnes comme sa poche. Pour la population rurale, généralement très pauvre, le tourisme d'aventure peut être une appréciable source de revenus. Il n'y a pas de plus bel endroit pour randonner. Et je suis très heureux de le faire découvrir à d'autres gens. Il y a des milliers de montagnes dans le monde, mais les randonneurs reviennent toujours ici. C'est pas sans raison.
Plus bas s'étendent des vallées fertiles irriguées par l'eau de fonte des neiges. Niché dans cette combe, le village d'Imlil est le point de départ de plusieurs balades en montagne. Mais les habitants ne dépendent pas tous du tourisme, loin de là. Notre village existe depuis 300 ans. Et notre mode de vie est exactement le même que celui de nos arrière-grands-parents. Comme Mohamed Aïtamou, plus de la moitié des paysans du Maroc vivent d'une agriculture de subsistance. Ces cultures en terrasse ont été aménagées par ses ancêtres. L'agriculture, c'est toute notre vie. La culture en terrasse a l'avantage de limiter l'érosion des sols. On y fait pousser des céréales comme le blé et le maïs et des arbres fruitiers. Ici, pas de machine agricole. On cultive toujours comme le veut la tradition. Même si le travail est très dur, Mohamed et sa famille n'entendent pas renoncer à des pratiques ancestrales qui ont fait leurs preuves, ni même à leur mode de vie. Pourquoi irions-nous vivre ailleurs? Nous préférons rester ici, sur la terre de nos ancêtres. Dans les montagnes de l'Atlas, il existe d'innombrables communautés rurales semblables à Imlil. Et pourtant, à seulement 50 km de là, on vit à un rythme bien différent. Voici Marrakech, la capitale culturelle du Maroc, et sans doute sa ville la plus célèbre. Marrakech compte environ 1 million d'habitants. Certains d'entre eux ont la chance de vivre dans de luxueux riads. À l'origine, ces splendides villas et leurs patios ombragés appartenaient aux citoyens marocains les plus fortunés. Aujourd'hui, la plupart des riads ont été transformés en maisons d'hôtes avec piscine et hammam. L'architecte italien Lauro Milan restaure des riads depuis plus de 20 ans. Marrakech est une ville vraiment spéciale. J'ai eu envie de m'y installer et d'y faire quelque chose. Un riad est un véritable havre de fraîcheur et de paix. Dès que vous fermez la porte derrière vous, vous êtes complètement ailleurs. La rumeur de la ville s'éteint. Les spas, ou hammams s'inspirant des bains romains et byzantins, existent au Maroc depuis le XIIe siècle. À l'origine, on venait s'y purifier avant la prière. De nos jours, ce sont aussi des lieux de convivialité. En fait, les gens se retrouvent au hammam pour entretenir des liens sociaux. Marrakech accueille chaque année 3 millions de touristes. Certains trouvent dans les riads de paisibles refuges où échapper à la chaleur et à l'effervescence des rues. La Médina est un inextricable labyrinthe datant du XIe siècle. Elle est inscrite, elle aussi, au patrimoine mondial de l'UNESCO. On y vient autant pour faire des emplettes que pour s'enivrer de son parfum d'exotisme. Dans les échoppes, les artisans vendent, entre autres, des objets fabriqués selon un savoir-faire ancestral. Dans ce dédale de ruelles, le moindre espace est utilisé.
et l'air est littéralement saturé d'odeurs de cuisine, d'épices et d'encens. La plupart des rues partant de la Médina aboutissent à la place Jemaa el-Fna, grouillante de vie. C'est le cœur et l'âme de Marrakech. Depuis presque 1000 ans, Jemaa el-Fna est le point de rendez-vous préféré des habitants de la Médina et à présent d'une foule cosmopolite de touristes. Quittons la ville tumultueuse pour gagner plus au sud les contreforts de l'Atlas. Dans ce paysage de collines dénudées, il ne pleut presque pas. 100 mm par an tout au plus. L'endroit est si aride et désolé qu'il semble inhabité. Pourtant, des hommes y vivent depuis des lustres. Le village fortifié d'Aït Ben Haddou était autrefois un caravansérail. Construit par des nomades berbères, il fut sans doute l'un des nombreux comptoirs de la route commerciale qui reliait Tombouctou à Marrakech. Aujourd'hui encore, les habitants d'Aït Ben Haddou sont pour la plupart des descendants de peuples berbères qui, au Moyen Âge, se sont mélangés aux Arabes venus conquérir le Maghreb. Ces constructions témoignent d'une longue et riche histoire. Les plus anciennes dateraient du XVIIe siècle. Le site a servi de plateau de tournage à des films américains à gros budget, tels que Game of Thrones et Gladiator. Il reste peu de familles dans ce splendide village. On y rencontre surtout des cinéphiles en pèlerinage. Et les habitants leur réservent un chaleureux accueil. Servir du thé à la menthe est un rituel incontournable pour accueillir un invité. Cette coutume est aussi ancienne que le village lui-même. Visiter Aït Ben Haddou invite à remonter le temps. Alors qu'à seulement 20 km de là, le Maroc se tourne résolument vers l'avenir. Les pentes rocheuses laissent bientôt place à une immense plaine, un terrain idéal pour capter les rayons du soleil. Le complexe Nord Ouarzazate est l'un des plus importants parcs solaires au monde. Le site bénéficie d'un ensoleillement de 330 jours par an. L'installation de ce complexe a coûté plus de 2 milliards d'euros. Plusieurs centaines de miroirs incurvés pivotent pour suivre la course du soleil. Chaque miroir a la superficie d'un court de tennis et tous concentrent le rayonnement solaire vers un point unique, le sommet d'une tour de 250 mètres de haut. Un fluide dit caloriporteur constitué de sel fondu circule dans la tour et absorbe la chaleur toute la journée. Dès qu'il atteint 400 degrés, le fluide transfère son énergie à un circuit d'eau. Lorsque l'eau arrive à ébullition,
Elle produit de la vapeur, qui actionne une turbine. L'électricité générée par cette turbine permet d'alimenter 1 million de foyers. Et aussi de réduire les émissions de CO2 de 760 000 tonnes par an. À terme, le Maroc exportera de l'énergie solaire vers l'Europe et contribuera ainsi à l'avenir énergétique de l'Afrique et de la planète entière. Le complexe Nord Ouarzazate se trouve au bord d'une des régions les plus inhospitalières du globe. Le désert du Sahara est presque aussi vaste que l'Europe, plus de 9 millions de kilomètres carrés. Cet océan de dunes qui s'étend à l'infini contient, dit-on, la moitié de tous les grains de sable du monde. Autrefois, le Sahara était une savane luxuriante peuplée d'animaux. Jusqu'à une époque où la mousson venant d'Afrique centrale et les pluies qu'elle apportait se sont déplacées vers le sud, ce qui a conduit, il y a environ 8000 ans, à un profond bouleversement climatique. Aujourd'hui, le Sahara est un des endroits les plus arides de la planète, avec une température moyenne dépassant les 50 degrés. Cependant, même ici, la vie a fait son chemin. Et c'est sans aucun doute grâce au plus ancien habitant du Sahara, le dromadaire. Les Bédouins, les bergers nomades, vivent dans le désert depuis plusieurs millénaires. Dans ce milieu aride, il est impossible de cultiver quoi que ce soit. Pour survivre, les hommes ont dû s'adapter. Ils sont devenus nomades. On pense qu'il reste environ 2 millions de Bédouins aujourd'hui dans le Sahara. Beaucoup avancent jusqu'au cœur du désert, en empruntant d'anciens chemins dont la connaissance se transmet de génération en génération. C'est le cas de Ahmad Oubana. Le désert, nous le portons dans notre cœur. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Où qu'on aille, on finit toujours par revenir au désert. Les Bédouins vivent à longueur de temps dans une région où la plupart des gens ne tiendraient même pas une journée. En été, nous marchons beaucoup la nuit, parce qu'il fait trop chaud dans la journée. La nuit, nous nous repérons aux étoiles. Évidemment, il faut savoir quelle étoile suivre si on veut pas se perdre. Le dromadaire est l'ami le plus précieux des nomades. Il tient très longtemps sans boire et possède une endurance extraordinaire. Il peut marcher inlassablement pendant des semaines entières. Les dromadaires ont une valeur inestimable pour nous. Dans le désert, ils nous sauvent la vie tout le temps. Sans eux, nous ne pourrions pas y vivre. C'est tellement vrai que quand on en perd un, on pleure comme si on avait perdu notre mère. C'est grâce à leur dromadaire que les nomades ont joué un rôle de premier plan dans le commerce transafricain. Du 7e au 11e siècle, ils achetaient de l'or en Afrique australe pour le revendre aux peuples du bassin méditerranéen. De nos jours encore, des caravanes traversent le désert pour perpétuer ce mode de vie nomade. On se sent bien ici. On n'est pas stressé, on se fait mutuellement confiance.
À chaque fois qu'on va ailleurs, on est content de revenir pour retrouver la paix intérieure et la tranquillité qu'on ressent ici. Envers et contre tout, l'homme est parvenu à s'adapter à cette terre inhospitalière. Et même à l'aimer. Dans toutes les régions du Maroc, quel que soit le climat, la vie humaine s'est fait une place. Elle s'est développée aussi bien dans les villes côtières que dans les villages de montagne ou les dunes de sable. La tradition et la modernité ont appris à se côtoyer, d'où l'étonnante mosaïque économique et culturelle qu'est aujourd'hui le Royaume du Maroc.